Donc, donc le sujet en général, c'est comment évoluer dans son couple avec son partenaire, même quand on a des différences de culture, valeurs, mode de vie, etc. Donc pour toi, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'évoluer à deux dans une relation amoureuse? Ah ouais, je croyais qu'on commençait soft, si on commençait facile. Qu'est-ce que ça veut dire d'avancer sainement, tu veux dire, dans une relation avec son partenaire? C'est ça. Oui, parce qu'on peut avancer, mais il n'est pas dit qu'on avance sainement avec son partenaire. Moi, je dirais que pour moi, et ça, tu vois, ça n'engage que moi, j'aimerais bien avoir ton avis après. Pour moi, avancer sainement dans une relation avec quelqu'un, c'est avoir la possibilité d'être sa propre personne, tu vois. Ça veut dire qu'on arrive dans la relation et je suis moi, tu es toi, et ensemble, on va créer un nous. Mais un nous qui ne va pas éliminer mon je et ton tu. Parce que ce qui se passe beaucoup, généralement, c'est que quand on se met en relation avec quelqu'un, on a un petit peu tendance à éliminer le je. Et le je disparaît un petit peu. Et du coup, on s'oublie un petit peu dans la relation et on ne devient que la personne qu'on est à travers notre partenaire. Pour essayer de, pour moi, ce que ça veut dire d'avancer sainement avec quelqu'un, c'est une relation dans laquelle on a le droit d'être sa propre personne. Petite parenthèse, il faut avoir fait peut-être avant aussi ce travail en amont, savoir qui on est. Et c'est une relation dans laquelle moi j'ai le droit d'être moi, toi tu as le droit d'être toi, tu vois. J'invalide pas qui tu es, t'invalides pas qui je suis, même si on aime des choses différentes, etc. Et ensemble, on amène qui on est et on crée quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais en réalité, est-ce que c'est facile? Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que je trouve qu'en fait, surtout quand tu arrives dans une relation, c'est à ce moment-là que tu te découvres le plus, parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup plus face à toi-même que quand tu étais célibataire, parce que forcément, tu es plus amené à être face à tes défauts. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, dans le cadre... Est-ce que tu peux approfondir un petit peu? T'as des exemples à nous donner? Personnellement, dans ma relation, je trouve que depuis que je suis en couple, je suis beaucoup plus amenée à faire face à tous mes démons, entre guillemets, tu vois, et mes défauts, parce que forcément, je grandis, j'évolue avec lui, et lui aussi, il est là pour me rappeler que, ok, j'ai une partie de moi qu'il faut que je travaille dessus, en fait. Il faut que je travaille sur cette partie-là de moi, et forcément, ça me met plus face à toutes les choses auxquelles j'avais pas travaillé auparavant dans ma vie. Et maintenant, je suis obligée de travailler dessus parce que forcément, j'ai une autre personne, je suis en duo, quoi. Je suis avec une autre personne et je suis obligée de travailler dessus si je veux vraiment évoluer pour moi-même, mais aussi dans mon couple. Les relations amoureuses, ça va pas beaucoup plaire ce que je vais dire, mais les relations amoureuses, c'est tellement complexe que moi, personnellement, je déconseille de se mettre en couple avec quelqu'un quand on est très jeune. Oui. 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, peu importe. C'est pas un âge pour être amoureux de quelqu'un et être en couple avec quelqu'un. On en a déjà parlé, mais le cerveau se finalise à peu près entre 25 et 28 ans. Avant ça, on est encore en construction, t'imagines? Ça veut dire que quand on commence à se mettre en couple avec quelqu'un, je dirais que les couples varient à peu près au collège, donc je dirais entre 13 ans, on commence à peu près à 13 ans. Ça peut être plus tard, mais à peu près. Quand tu commences à être en couple à 13, 14, 15 ans, et que tu ne sais absolument pas qui tu es, et j'ai envie de te dire, c'est normal, jusqu'ici tout va bien, tu vois, on n'est pas censé savoir qui on est à 13, 14, 15 ans. Mais du coup, déjà, naturellement, tu vas te construire à travers quelqu'un. Et c'est même pas parce que tu as forcément des problèmes ou des traumas ou des choses à régler, parce que on est des animaux sociaux. Donc on va automatiquement se construire à travers les autres. Le fait d'apprendre à se connaître avant et le fait d'avoir été seul avec soi-même, d'où l'importance d'être seul avec soi-même, c'est que quand tu vas un petit peu t'affilier aux autres, tu vois, parce qu'on s'affilie, il y a une forme de dépendance qui se crée et c'est normal. Tu vas pouvoir te dissocier, ok, ça vient de moi, ça vient de mon partenaire. Et plus tu es jeune, moins tu arrives à faire cette dissociation. Et donc plus ça devient problématique avec le temps, tu vois. Donc il y a déjà ce premier point qui est extrêmement important. Maintenant, on va quand même parler dans la réalité. La réalité fait que même si on préconise pas, les gens le font quand même. Les relations amoureuses, ça a une place extrêmement importante. Parce que dès notre plus jeune âge, et notamment pour les filles, on a été bercé dans cette idée de tomber amoureuse, du prince charmant, etc. Donc c'est quelque chose auquel on va aspirer, tu vois.
Et puis, tout le monde le fait, donc si nous on le fait pas, ça nous rend un petit peu bizarre. Donc bon. Mais partant du principe que on va se mettre en couple avec quelqu'un relativement jeune, ouais, il y a ce que tu disais tout à l'heure où on va pas vraiment savoir qui on est. Et du coup, on va devoir se construire à travers la personne. Mais le problème, c'est là où c'est là où ça devient dangereux, c'est qui est-ce que j'ai choisi. Ouais. Tu vois? Parce que si je choisis pas vraiment une personne qui va me laisser la place pour découvrir qui je suis, si je me construis disons que je me construis à travers quelqu'un qui n'est pas forcément très sain avec moi, bah la construction que je vais faire de moi, elle va pas être très bonne. Tu vois? Donc il faut faire attention aussi à ce point-là qui est très important. Maintenant, si tu es dans une relation saine et que tu es dans une relation saine avec quelqu'un, ok? Et après, on va parler, tu m'en avais parlé tout à l'heure, on va parler du fait que les relations saines, on a souvent tendance à les saboter aussi, tu vois. Mais disons que dans une relation avec quelqu'un qui, dans ton cas, va te laisser la place pour te dire, ok, en fait, toi aujourd'hui, tu me dis tu es en couple. Et la personne avec qui tu es te fait prendre conscience de ce qui ne va pas chez toi. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'il t'en fait prendre conscience? Tu vois? Ouais. Par exemple, il y a beaucoup de choses que je peux faire qui lui font du mal. Ok. Et il le verbalise? Ouais. Il me le dit. Premier point très important. Ouais. Il me le dit et il me fait prendre conscience de parfois ce qui est pas ok en fait. Parce que j'ai une personne qui est en face de moi et il y a des choses sur lesquelles je dois travailler parce que forcément j'ai pas envie de faire du mal à mon partenaire, tu vois. Ok. Et c'est des choses dont j'avais pas forcément conscience quand j'étais seule. Est-ce que tu dirais que le fait qu'il verbalise ses besoins, qu'il verbalise qu'il ne va pas, ça aide? Oui. Ok. Oui, beaucoup. Parce que parfois, moi, il y a des choses que je peux faire, mais c'est inconscient. Et je me dis, c'est normal. Parce que forcément, en fait, on a grandi différemment. Donc, ma normalité n'est pas sa normalité. Exactement. Tu vois? Et ça, tu sais, c'est un point tellement important. Franchement, je pourrais pas te donner de pourcentage, mais allez, la quasi-totalité des relations, beaucoup de relations ne fonctionnent pas pour des choses tellement minimes en réalité. Ce que tu viens de dire, la communication. Il faut communiquer dans un couple, extrêmement important. Donc le fait que ton partenaire le fasse, c'est le premier point, le premier green flag, tu vois, le fait qu'il communique. Maintenant, il faut savoir communiquer avec les gens, parce que communiquer, c'est pas suffisant. Si tu arrives dans une conversation avec quelqu'un, par exemple, toi et moi, on est assises en face l'une de l'autre, et que j'ai envie de te dire quelque chose qui va pas, mais que j'arrive dans un reproche, j'arrive dans la négation, tu vas pas réceptionner ce que je vais te dire. Tu vois, tu vas pas m'écouter pour comprendre, tu vas m'écouter pour répondre. Parce que tu vas te sentir attaqué dans ce que je vais te dire. Oui, c'est ça. Tu vois? Par contre, si j'arrive dans la conversation et que je te dis, tu vois, Zoé, ce que tu as dit, ça m'a blessée. Ça m'a fait mal, je me suis sentie mal. J'en ai pleuré, etc. Là, si je verbalise, tu vois, et que je suis vulnérable dans ma communication, ça veut dire que je ne m'occupe que de moi. Je suis pas en train de te dire, t'es une personne comme ci ou comme ça. Je parle que de moi. Tout de suite, l'énergie est différente. Donc en couple, quand vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous voulez faire part de quelque chose qui ne va pas, il faut savoir communiquer, extrêmement important. Mais la clé dans la communication, c'est de savoir comment on le fait. Si on ne communique pas bien, on peut dire ce qu'on veut, on peut le répéter 1 milliard de fois, ça sera jamais entendu. Oui, c'est ça. Ça ne sera jamais compris. Elle va pas écouter. Personne n'écoute. Et on peut dire ce qu'on veut, parce qu'on est des êtres, on a de l'ego. Et c'est normal. Moi, la première, on en a tous de l'ego. Moi, si une personne arrive devant moi en me criant dessus ou en m'insultant ou peu importe, je vais pas écouter ce qu'elle dit. Parce que mon cerveau va se mettre en mode survie. Je dis, oula, attends, là, on est en train de m'attaquer, il faut que je me défende. Donc, peu importe ce qu'elle va me dire, je vais pas écouter. Alors que si la personne se présente en face de moi et me dit, tu vois, Jade, ça m'a blessée. Ça m'a fait mal. Telle et telle chose, voilà comment je me suis sentie par rapport à telle action. Elle remet pas en cause ce que j'ai fait. Elle n'est pas en train de me dire ce que j'ai fait, c'est bien ou mal. Elle me dit juste comment elle s'est sentie par rapport à ce que moi j'ai fait. Le curseur, elle le place que sur elle. Je me sens pas attaquée à ce moment-là. Tu vois? Et donc ça, c'est une communication saine. Une vraie communication. Parce qu'en réalité, on peut pas sortir de nous. Donc on peut pas dire qu'on communique avec son partenaire ou sa partenaire si notre communication se résume à t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ça marche pas.
tu vois. Et à contrario, du coup, est-ce que toi, t'arrives à verbaliser avec de la vulnérabilité? J'adore. On repassera. Avec de la vulnérabilité, parce que c'est très dur. Ouais. Avec de la vulnérabilité, tes besoins. Ou ce que tu ressens, tu vois, peu importe. Moi, c'est beaucoup plus dur, hein. Compliqué, ouais. Pourquoi? Moi, j'ai pas vraiment grandi dans un foyer où on communique. Moi, on parle pas du tout, quoi. Moi, j'ai été toute seule avec mon père, donc mon père, il est très... je vais pas dire il est froid, parce qu'il est pas froid, mais il communique pas du tout. Mais vraiment pas. Et quand il y a quelque chose qui va pas, on n'en parle pas. D'accord. Et lui, à contrario, il a grandi dans un foyer où vraiment on parle, on communique, on dit ce qu'on ressent. La communication, c'est très important. Donc moi, j'avoue que moi, de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à communiquer clairement mes besoins. La communication, c'est primordial dans un couple et c'est quelque chose que j'avais pas forcément conscience auparavant, tu vois. Non, et puis, le truc, c'est que la communication, c'est très important, mais avant la communication, avant tout, la compassion. Ouais. La compassion. On manque tellement de compassion avec les uns. T'as pas remarqué? Ouais, mais il devrait le savoir. Mais c'est logique. Il devrait le savoir, ou elle devrait le savoir. Mais ça, je pense, c'est la douleur. Oui, il y a la douleur, et puis il y a ce côté où on attend que les gens savent naturellement, presque dans une forme d'automatisme, comment ils doivent nous traiter. Et moi, si je dis pas aux gens comment j'ai envie d'être aimée ou comment j'ai envie d'être traitée, comment je veux qu'ils peuvent pas le savoir. Tu l'as dit, regarde, t'as donné un exemple parfait sur le fait de comment toi tu as grandi et comment lui il a grandi. Tu vois? Et cette espèce de critique que tu as de ta personne, tu vois, cette mini-introspection, tu peux la faire aujourd'hui parce que tu as travaillé sur toi. C'est des choses dont on a parlé. Mais partant du principe qu'une personne ne travaille pas sur elle. Elle fait pas ce travail d'introspection et de développement personnel sur sa personne. Elle va pas avoir conscience que la manière dont elle a grandi, ou peut-être les choses qu'elle a vécues, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Et donc c'est pas parce que quelque chose lui paraît logique à elle que ça l'est forcément pour l'autre. Et je trouve qu'on manque de bienveillance et de compassion avec les gens. Ouais, c'est vrai. On attend que notre partenaire ou que notre partenaire comprenne limite tout de suite ce qu'on attend de lui, sans vouloir le verbaliser. Et c'est pas ok qu'il attende quelque chose qu'on n'est pas censé donner. Rien n'est dit que la personne va réussir à te le donner. Tu vois, quand toi, ton copain vient et verbalise ce qu'il ne va pas et qu'il arrive à communiquer, t'es pas obligé tout de suite de lui rendre l'appareil et d'être dans la communication. Mais tu sais, juste le fait de lui dire « Écoute, je suis désolée. Je sais que je communique pas mes besoins, mais c'est extrêmement difficile pour moi. Voilà, je sais pas comment faire. » Tu vois, c'est ce que la vulnérabilité la plupart du temps, avec laquelle tu arrives dans la conversation. Et là, tu laisses la place à la personne de t'aider. La personne, elle va te dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi est-ce que tu as besoin ?» Parce que tu arrives dans la conversation avec toi, avec ta fragilité, et tu mens pas, tu triches pas, tu arrives pas avec de l'ego. Et donc là, ça rend la communication saine, et parce qu'il y a de la compassion. Et je vais aller encore plus loin. Avant de faire preuve de compassion avec ton partenaire, t'en fais preuve avec toi-même. Tu vois, cette compassion, tu te l'es donnée déjà à toi. Quand tu tiens ce discours-là, je sais pas comment faire, j'ai pas appris à le faire, mais je veux bien essayer. Ouais, c'est vrai. Déjà, toi, tu te rejettes pas. Tu rejettes pas qui tu as été ou comment tu as grandi ou la personne que tu as été. Et donc, t'arrives t'arrives dans une énergie avec ton compagnon ou dans une énergie saine, en fait. Tu crées une safe place où tu vas pouvoir évoluer. Mais il faut que la personne avec qui vous êtes sache ce qui est difficile pour vous. Si les gens ne le savent pas, ils peuvent pas vous aider. Si tu dis pas à la personne que c'est difficile pour toi de communiquer, elle va le prendre comme il a pas envie de le faire ou elle a pas envie de le faire. Tu vois? Donc c'est très important d'être conscient de ce qui ne va, entre guillemets, pas chez nous, tu vois, de ce qui doit être amélioré, de nos difficultés pour pouvoir après les communiquer de manière saine. Personne n'est parfait dans une relation, tu vois. C'est pas le but. Donc j'ai une question. Ouais. Penses-tu que les opposés s'attirent vraiment? Oui. Par rapport au type d'attachement émotionnel, indéniablement oui. Tu prends par exemple l'attachement émotionnel anxieux
et l'attachement émotionnel évitant, c'est des aimants. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Un peu plus compliqué. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que les opposés t'attirent? Par exemple, regarde, ton copain qui, lui, est dans la communication, toi, c'est quelque chose dont tu as eu beaucoup de mal avant. Est-ce que tu penses que les opposés peuvent s'attirer? Moi, je vais avoir ton avis, et après, je te donnerai un avis un peu plus factuel, tu vois. Je pense que ça peut fonctionner à un certain degré. C'est-à-dire? De différence. Je pense que quand tu es vraiment trop différente de la personne, je pense pas personnellement que ça peut fonctionner. Dans mon cas, je sais que je suis quand même assez différente de lui, mais il y a beaucoup de choses qui font qu'on se ressemble quand même. Donc je pense que c'est grâce à ça qui fait que sur la durée, ça a quand même fonctionné parce que forcément, on travaille chacun sur nous-mêmes, mais à la fois, parfois, c'est quand même assez compliqué. Tu vois? En fait, ouais. Et c'est surtout où est-ce qu'on place l'opposition, la différence. Est-ce que c'est dans la personnalité? Tu vois? Si c'est dans la personnalité, ça va encore. Par exemple, une personne extrêmement introvertie qui est avec quelqu'un d'extrêmement extraverti, ça fonctionne. Ça peut fonctionner. En fait, il faut savoir laisser la place à l'autre d'être qui il a envie d'être. Oui, c'est ça. Et ça demande de laisser un peu son ego de côté. Parce que nous, généralement, quand on se met en couple avec quelqu'un, on veut que la personne soit comme nous, on a envie qu'elle soit. Mais généralement, ça relève un peu d'une immaturité émotionnelle. Tu vois, quand tu penses comme ça, tu t'en rends pas compte. Mais ouais, c'est de l'immaturité émotionnelle. Moi, je dirais que les opposés s'attirent. Mais je pense que ce ne sont pas les relations qui fonctionnent le mieux. Sur le long terme. Indéniablement. Si tu veux créer quelque chose de concret avec quelqu'un, parce que ça va décevoir beaucoup de monde, mais les histoires d'amour, l'amour, c'est pas la passion, hein. Pardon, mais c'est pas les papillons dans le ventre. Et non. Je sais que la télé et les films et les musiques nous ont vendu ça, mais c'est pas le cas. Tu sais, regarde, c'est à part quand t'es avec quelqu'un en amour, c'est quand le deuxième moment dans ta vie où t'as ces espèces de papillons dans le ventre? À ton avis, quand est-ce que ça vient? Quand tu crées quelque chose qui t'anime. Par exemple, ou quand t'as peur. Ou quand t'as peur, oui. Quand tu as peur, tu as les mêmes papillons dans le ventre que lorsque tu vas voir la personne que tu apprécies ou dont tu es amoureuse, etc. Tu as les mêmes papillons dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend les papillons dans le ventre comme un signe que je suis avec la bonne personne. C'est un signe. Non mais je l'ai senti en fait, les gars. Je vous le dis. C'est physique, je l'ai senti physiquement, donc ça veut forcément dire quelque chose. Non. Ton corps est juste en train de te prévenir. Il t'alarme que il est en train de se passer quelque chose qu'il ne comprend pas. Quelque chose de nouveau. Donc il te prévient. Il t'envoie un signal. Et nous, les éternels romantiques, bien évidemment, on prend ça comme c'est les papillons dans le ventre. Alors je dis pas que tu peux pas avoir des papillons, que les papillons dans le ventre veulent forcément dire que la relation va pas fonctionner. Mais ça doit pas être un gage de confiance, tu vois. Un gage de si j'ai les papillons, ma relation va fonctionner, ou à contrario, si je les ai pas, c'est mort. Il y aura pas de relation. Non. Et beaucoup de personnes ne choisissent pas des partenaires parce que mais il me manque ce petit truc. J'ai pas ce petit truc dans le ventre, tu vois. Donc ça veut dire que c'est pas lui. C'est vrai, c'est ça. Alors que les papillons dans le ventre ne veulent pas forcément dire que t'es avec la bonne personne, tu vois. Il faut déconstruire un petit peu cette idée et surtout pour les femmes, beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Il faut déconstruire cette idée de l'amour un petit peu comme on voit dans les Disney, etc. Même si c'est dans quoi on a été bercé et que c'est très difficile de déconstruire un schéma. Mais il faut réussir à déconstruire cette idée que l'amour doit venir à nous seulement d'une manière et qu'il viendra pas différemment. Et que s'il ressemble pas à ça, c'est pas de l'amour. T'en penses quoi par rapport aux différences de mode de vie ou alors culturel, religieux? Très compliqué. C'est vrai que ça c'est très compliqué. J'ai beaucoup de personnes moi qui me posent la question et il y a cette espèce de fatalisme qui s'installe où je sais pas quoi te dire. En fait, tout dépend. Moi, je pense que tout dépend où tu places le curseur. On va prendre la spiritualité parce que c'est vraiment un truc qui est revenu beaucoup, donc je pense que c'est bien d'en parler. Deux personnes qui ont deux religions différentes. Déjà, votre niveau de spiritualité, il est où? Niveau religion, où est-ce qu'on se situe? Ok? Parce que
est-ce que l'un croit en Dieu, l'autre ne croit pas en Dieu? Est-ce que l'un pratique sa religion, l'autre n'a pas de religion? Ou est-ce que c'est deux religions qui s'opposent? Qui est dans quelle religion? Parce que si c'est le garçon, si c'est la fille, c'est pas la même chose. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de de sujets sous-jacents qui, enfin, tu vois. Mais dans l'absolu, je pense que le conseil reste le même. Il est extrêmement important. Et bon, ça relève de la sagesse émotionnelle qui est un peu dure, surtout quand on est jeune, et j'en ai conscience. Si vous êtes jeune et que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, mais que vous savez pertinemment que la personne ne partage pas la même spiritualité ou religion que vous, donc vous savez qu'à moyen long terme, ça ne va pas fonctionner, n'y allez pas. Tu vois, parce que les sentiments, ça se contrôle pas et on peut pas contrôler ce qu'on ressent pour quelqu'un. Donc n'y allez pas. N'y allez pas, parce que ça va faire mal, en fait. Indéniablement, ça va faire mal, tu vois. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Moi, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont des religions différentes, même des religions qui s'opposent et qui sont en couple. Mais ça demande une maturité émotionnelle de dingue pour pouvoir le faire. Mais surtout par rapport aux familles, à ça, c'est encore autre chose. Il faut réussir. Je pense qu'il faut faire partie des personnes qui arrivent extrêmement bien à se dissocier des autres. Si t'arrives pas à te dissocier de ta famille, tu vas pas pouvoir supporter les critiques ou les commentaires que ça vient des deux côtés, tu vois, de ta famille ou de ta belle famille qui va te dire, bah voilà, c'est pas ce qu'on voulait, ou personne ne partage pas ta religion. Et encore, tu vas devoir accepter que ton ou ta partenaire, pratique sa religion. Par contre, si tu te mets à quelqu'un dans l'idée que demain, peut-être, éventuellement, la personne va changer de... Non. On prend les gens comme ils sont, dans l'instant T, quand on les rencontre, dans le moment présent. On prend pas les gens comme ce qu'ils ont été pour quelqu'un d'autre ou comme ce qu'ils pourraient devenir. Cette version-là que tu imagines, elle n'existera peut-être jamais. Donc, pour vous éviter des douleurs qu'on peut éviter, prenez les gens comme ils sont. Pas comme ce que vous avez imaginé comme ils sont devant vous. Là, tu vois, j'ai quelqu'un en face de moi, il est comme ça. Voilà ses croyances. Rien ne me garantit que demain, il va les changer. Donc, aujourd'hui, comme il est aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Si la réponse est non, c'est non. Tu vois? Un exercice très difficile à faire, mais ça nous épargne tellement de douleurs qui sont pas nécessaires, tu vois. Comment penses-tu que l'on puisse aborder ces différences sans que cela devienne une source de conflit permanent? Là, je pense que tu parles quand ça n'a pas été fait dès le départ. Oui. Parce que ça, je vais en parler. Tu vas me donner ton avis. Oui. Il y a un truc qu'on fait tous, mais vraiment tous. Quand tu rencontres quelqu'un, pourquoi vous dites pas aux gens qui vous êtes? T'as pas remarqué? C'est vrai. Personne ne dit qu'il est. Il y a un jeu de rôle et c'est dingue. Il y a une espèce d'effet miroir où... Mais je vais pas dire ça parce qu'Harry va penser que, ou elle va croire que... Dites aux gens qui vous êtes. Montrez-leur tout de suite. Voilà. Tu sais que t'es comme ça. Par exemple, toi, t'es une personne où tu sais que t'as besoin de... Je sais pas... t'as besoin de communiquer toute la journée ou t'as besoin d'appeler la personne plusieurs fois par jour. Lui, il te dit... Moi, je suis pas du tout téléphone. Ouais, c'est vrai. Non, c'est faux. Moi, ça compte pour moi. Après que t'aies pas envie de le faire pour moi, ok. On fait pas des concessions pour tout le monde. Mais je vais te dire dès le départ qui je suis. Parce que si je te le dis pas et si j'accorde pas d'importance à mes valeurs, à mes principes, à mes besoins, et que 6 mois après, je te dis, en fait, moi, je t'ai pas dit, mais la religion, c'est très important pour moi. Et après, tu lui demandes de déconstruire cette habitude qui s'est faite ou qu'elle s'est faite de toi et le remplacer par quelque chose. Déjà, ça... Très compliqué. Si vous le faites dès le départ, non, on va dire que si vous le faites pas, parce que généralement personne ne le fait dès le départ. Donc on va prendre l'exemple de ça n'a pas été fait et aujourd'hui on se retrouve dans quelque chose de problématique. Un truc très important quand vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a des différences, c'est toi et ton partenaire ou ta partenaire contre le problème. C'est pas toi contre lui ou toi contre elle. C'est une erreur que je fais beaucoup quand même. Mais oui, parce qu'en fait, mais c'est lié à des blessures plus profondes qui nous concernent. On met l'armure et la personne est en train de m'attaquer. C'est ça. Non, elle est pas en train de m'attaquer. Il y a un problème qui nous touche tous les deux. Parfois, j'en suis la cause, parfois ce sera lui la cause. Mais si vous gardez en tête constamment que c'est toi et moi contre le problème, c'est pas toi contre moi, c'est constamment toi et moi contre le problème. Ce qui peut fonctionner donc je te donne des petits tips, tu vois, qui fonctionnent quand tu veux parler d'un sujet qui fâche un petit peu, un sujet compliqué. Il faut commencer la conversation avec des choses positives. Rappeler à quel point on tient à la personne, ce qu'elle est pour nous, ce qu'elle représente, tu vois. Un petit moment de bienveillance, de compassion. Et après, on passe sur les sujets difficiles. Tu vois. Mais comment tu peux faire ça
Estimons si tu as une rage à l'intérieur de toi ou alors de la rancœur. Moi, personnellement, je sais que j'ai tendance à me fermer complètement quand j'ai des émotions négatives à son encontre. Mais la vraie question, c'est très pourquoi dur pour moi, dès le départ, de lui rappeler que je l'aime, que toutes ces choses-là, quoi. J'ai beaucoup de mal à me focus sur le positif. Déjà, si t'as de la rancœur, c'est dire qu'il y a des blessures qui n'ont pas été cicatrisées. Quand on dit à quelqu'un « je te pardonne », je te pardonne. Je suis désolée, hein, je sais que c'est un sujet qui fâche, mais quand je te dis « ok », c'est ok. C'est pas 3 mois à la prochaine embrouille, je te le remets en pleine fille. Non. Non. Donc, par exemple, une personne qui pardonne la tromperie, elle pardonne la tromperie. Quand t'as pardonné, tu pardonnes. C'est fini. Tu peux pas, 6 mois après, lui dire « ah ouais, mais bon, j'ai fait ça, mais toi, tu m'as… » Non, ça fonctionne pas. Soit on pardonne à quelqu'un et on avance avec la personne, mais du coup, on accepte de ne plus l'utiliser comme joker et arme secrète, tu vois. Je vais sortir mon joker pour avoir raison. C'est de l'ego, hein. Soit je n'ai pas la capacité de pardonner sincèrement à la personne, et à ce moment-là, mieux vaut la laisser partir. Parce que si c'est pour à chaque engueulade lui ressortir, ça fonctionne pas en fait, tu vois. La personne, elle te fait quelque chose de mal, mais toi, tu continues à faire vivre cette rancœur. La relation ne va pas fonctionner. Donc en fait, c'est quand je pardonne. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand on est énervé contre quelqu'un et qu'on a des rancœurs, la rancœur, elle vient pas de la personne, de ce qu'elle vient de faire, de cette action-là. Elle vient de quelque chose de passé. Donc peut-être l'identifier, se dire pourquoi je suis autant énervée. C'est quoi en fait c'est quoi le trigger chez moi? C'est quoi que ça trigger chez moi? Donc déjà, je fais cette mini introspection avant d'aller parler à l'autre. Je me parle déjà à moi-même. D'où ça vient? Pourquoi ça m'énerve autant? Tu vois, c'est quoi le truc? Donc je l'identifie. Je comprends d'où ça vient, j'identifie, j'exprime, j'explique, je comprends. Après, j'accepte. Et après, je communique avec l'autre. Tu verras déjà que si tu passes par ce process, la colère, elle disparaît. Les émotions, elles durent entre 1 minute 30 et 2 minutes, hein, pas plus. Hein. Que je ressens ça, c'est faux. Ben non, l'émotion, elle dure pas aussi longtemps. C'est nous qui la faisons vivre en nous, en fait. Par rapport aux pensées qu'on y associe, on la fait vivre. Mais elle n'existe pas aussi longtemps. Donc si tu n'arrives pas à gérer, pour toutes les personnes qui sont colériques, qui ont du mal à gérer le conflit, c'est ok. Personne ne va se changer totalement. Quand on a un type de personnalité, nos traumas, ils nous ont quand même construit, qu'on le veuille ou non. Donc si j'ai une tendance à être plutôt impulsif et à plutôt me mettre en colère facilement, bah je parle pas en fait. Mais par contre, je vais marcher, je vais faire un tour, je vais me calmer. Mais par contre, je dis à la personne, écoute, en fait, tout réside dans le fait de verbaliser, d'être vulnérable. L'erreur qu'on fait tous, tu vois, je sais que je vais me mettre en colère, je vais arrêter de répondre. Traitement par le silence. La personne ne va rien comprendre. Mais je comprends pas et ça va l'énerver encore plus. L'idée, c'est je ne peux pas te répondre tout de suite. Je n'ai pas en moi la force de le faire, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie de m'énerver. Donc écoute, je vais prendre du temps pour moi, ça n'a rien à voir avec toi et je reviendrai quand je serai prêt. Merci beaucoup. Ça change tout. Mais ça change tout. La personne, elle dit, ok, en fait, non, il m'a répondu, il est juste pas prêt à me donner ce que je veux. Et l'autre doit aussi accepter que la personne n'ait pas la capacité de te donner ce que tu veux tout de suite. On est tous différents. Toi, tu fais partie des gens, moi, je veux régler le problème tout de suite. Tu as un partenaire ou une partenaire en face de toi qui fait partie de ceux qui ont besoin, tu vois, de step back avant de régler un problème. Pourquoi on l'accepte pas? Que les gens soient pas comme nous? C'est fou, hein? Non, il faut que tu réagisses comme moi je réagis. Et c'est pour ça que les relations ne fonctionnent pas. On attend de l'autre ce que nous, on est. Mais je pense qu'il y a une forme de logique aussi dans notre tête qui fait que, en fait, pour moi, c'est tellement logique que je comprends pas que tu réagisses comme ça, quoi. Et on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus féminin que masculin. Soyons très honnêtes. Je nous adore les filles, mais c'est vrai. C'est un attrait qui est beaucoup plus féminin que masculin, tout simplement parce que notre lobe frontal est plus développé que les hommes. Non, mais c'est vrai. Notre lobe frontal, donc là où notre émotionnel est plus développé chez les femmes que chez les hommes. Donc forcément, on a plus de panels d'explications, d'interprétations aussi beaucoup, tu vois, de pensées. Ce qui est moins présent chez l'homme. Et donc du coup, on attend de l'homme un petit peu qu'il ait cette même réflexion, ce même mécanisme de réflexion que nous. Sans verbaliser ce qu'on attend concrètement de la personne. Faut qu'il le sache. Ben non, on n'est pas pareil. Les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Donc en fait, il ne peut pas le savoir à moins que je le dise. Et quand je l'ai dit, d'où l'importance d'être vulnérable, la personne en face,
j'ai dit les choses, soit il va prendre en considération ce que je dis, il va travailler en fonction de ce que je lui ai dit, soit il va pas le faire. Mais à ce moment-là, regarde Zoé, tu sais qui t'es en face de toi. Parce que quand moi j'ai verbalisé que j'ai été vulnérable et que je t'ai dit la vérité, je t'ai dit ce que je voulais, ce que j'attendais de toi ou ce qui me faisait du mal, etc. Et que tu n'agis pas en conséquent, j'ai toute la légitimité de revenir te voir et de te dire bah tu vois, la relation ne correspond pas. Pourquoi? Bah parce que il y a un truc qui m'allait pas, je t'en ai parlé, j'étais vulnérable et il n'y a pas eu de changement. Donc le déni n'existe plus. L'interprétation et le déni résident dans le fait qu'on n'est pas vulnérable. C'est parce qu'on n'est pas vulnérable qu'on reste attaché à des relations qui ne fonctionnent pas, parce qu'on refuse de dire la vérité à l'autre. Donc on est toujours dans le oui, mais dans l'interprétation, tu vois, dans nos pensées intrusives. Et on reste bloqué dans quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas. Alors qu'il nous suffit juste d'être nous-mêmes et de dire les choses. On va faire un exercice. Dis-moi. Ok. Je vais te demander de me dire une chose vulnérable sur toi. Je suis ou j'ai ou peu importe. Tu choisis. Quelque chose de vulnérable sur moi. Et il faut que tu l'assumes. Il faut que tu vois. Il faut que tu... C'est le tien en fait. Il faut que tu l'acceptes. Un défaut. Un truc vulnérable. Qui concerne... C'est toi. Je parle que de moi. Je replace le curseur sur moi. Un truc avec lequel on est inconfortable. Parce que le sentiment d'inconfort, familiarisez-vous avec le sentiment d'inconfort. Plus vous allez vous familiariser avec ça, plus ce sera facile d'être vous-même. Quelque chose qui me rend inconfortable. J'ai un inconfort quand, par exemple, mon partenaire me pose trop de questions. Je sais qu'il aime bien faire ça, il aime bien me pousser. Là, c'est très bien, mais je te demande de la vulnérabilité. Parce que tu sais les choses qu'on ne dit pas. Je sais pas. J'arrive pas. C'est dur, hein? Ouais. J'arrive pas du tout. C'est dur. Ouais. Et autant c'est dur parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire de nous, mais c'est aussi très dur parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on n'a pas accès à cette partie-là de nous. Parce qu'on la laisse tellement pas exister que... Moi, je peux te le dire. Moi, je sais que... non, en fait, c'est dur. Même pour moi, c'est dur. C'est hyper dur. C'est horrible. C'est horrible parce que tu prends conscience que ton moi intérieur, il existe. Vraiment. Hein. Tu te dis, mais... En fait, il n'y a pas que moi avec le monde, il y a moi aussi à l'intérieur. Et c'est très dur de le faire. Je vais commencer. Comme ça va t'aider. Dis-moi. Moi, je dirais... Je suis tétanisée. Ça me fait pleurer, c'est fou. Hein. Je suis tétanisée à l'idée de survivre à ma famille. Tétanisée. Très dur. C'est ok? C'est pas grave? Si moi, j'assume pas, tu vois, ça là, c'est très dur. Que tes larmes montent, que la gorge se noue, que ta voix tremble, etc. Si toi, tu l'assumes pas, qui va le faire? Si toi, déjà, tu te vois comme un problème, comment tu veux après créer des relations avec les autres et accepter que les autres te critiquent ou aient des choses à dire sur toi si déjà toi, t'arrives pas à accepter cette parcelle de ta personnalité. Voilà. Moi, je suis tétanisée à l'idée de ça. C'est ok. À ton tour. Moi, j'ai une très grande peur de pas rendre mon père fier. Ouais. C'est tout. Voilà. C'est tout, mais il y a beaucoup, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Tu te rends même pas compte. Ouais, c'est vraiment quelque chose genre à laquelle je pense genre tous les jours. Tous les jours. Et on se cache. Tu sais, c'est un peu c'est la petite souris cachée dans son petit trou, on n'assume pas, il faut pas en parler, il faut pas le dire. Non, merde, non. Si, j'ai vraiment peur de pas rendre mon père. Pourquoi on le dit pas? Pourquoi on n'assume pas? C'est vrai, on est toujours dans des faux semblants. On veut pas dire notre vérité sous prétexte qu'elle pourrait déranger ou elle plairait pas les autres ou c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Alors qu'en réalité, on se met ces barrières tout seul en réalité, tu vois. Et même si, bon, c'est dur, ça fait tellement du bien de le dire. On arrête de le diaboliser. Ouais, voilà. Une peur comme ça qu'on ne comprend pas, qui grandit en nous, juste le fait déjà de le verbaliser, ça fait du bien. Donc, du coup, on en a parlé plus tôt. Pour beaucoup de personnes, ils découvrent leur vieux traumatisme quand ils sont dans une relation ou leurs défauts. Pourquoi ces relations qui sont souvent stables et bienveillantes
finissent-elles par exposer des blessures profondes? Tout simplement parce que la personne en face de toi te laisse la place pour le faire. Et ça peut paraître très injuste pour la personne qui est saine dans la relation, mais en fait, quand tu as été beaucoup dans des relations qui ont été très toxiques, et moi je le dis, la première relation saine après la relation toxique, ouf, elle fait très mal. Ouais. Eh ben oui, en fait, elle fait très mal parce que c'est... Déjà, tu la regardes un peu en sad eyes, genre... Moi, je sais pas. Ça m'a l'air un peu bizarre, cette histoire, tu vois, genre... Ça sent le roussi, tu vois, tu dis, ouais, je sais pas, non. Et il y a cette espèce d'auto-sabotage qui se crée. Quand on a navigué dans des eaux troubles pendant très longtemps, regarde, tu prends un chemin tous les jours pour aller au boulot. Moi, demain, je viens te voir et je te dis, ouais, Zoé, j'ai trouvé un autre chemin, tu gagnes 10 minutes. Tu vas pas le faire? Non, mais je vais prendre ce chemin-là, j'ai l'habitude. Parce que le cerveau fonctionne aux habitudes. On n'aime pas le changement. Donc, quand tu t'es habitué à être dans des relations plus ou moins toxiques, avec le même type de schéma, le même type de sensation, tu vois, toujours avec le même type de personne, quand tu arrives dans une relation saine, t'arrives en terrain inconnu, hein. C'est ça. Et le cerveau, il dit, oula, tu nous fais quoi, là? Là, on connaît personne, on connaît pas les gens, on sait pas comment il faut parler, comment, mais c'est vraiment ça, tu vois, on arrive dans une ville, on connaît personne, on sait pas comment parler, comment s'habiller. Non, moi, j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, le cerveau, à ce moment-là? Notre cher meilleur ami toxique. Et il commence. Je pense je vois le nom de la personne partout. Je comprends pas. Je vois le nom de mon ex partout. J'arrête pas de rêver de mon ex. À chaque fois, je tombe sur 22h22. C'est forcément un signe. Je vois j'entends la musique, plein de trucs. Tu commences à avoir des signes partout. Le monde devient des signes de ta relation passée. Et là, tu te dis, ça veut forcément dire quelque chose. Et puis, la relation dans laquelle je suis là, je m'ennuie un peu, j'ai pas les papillons dans le ventre. Alors, il est gentil, elle est gentille, mais il me manque un petit truc. Alors, attention, je dis pas que la première relation saine, c'est forcément la personne à qui tu dois être. Parfois, il y a juste les affinités, ça colle pas, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que ton cerveau fera tout pour te ramener à ce dont il avait l'habitude, ce qu'il connaît, plutôt que de te laisser naviguer dans des eaux troubles. Sauf si toi, tu te dis, sentiment d'inconfort. Je connais pas, j'aime pas, mais je vais quand même aller jusqu'au bout, juste pour voir ce que ça donne. C'est ok, c'est pas grave de pas comprendre. Tu vois, c'est pas grave de pas comprendre ce qu'on ressent et comment, c'est pas grave. Je vais aller au bout. Je vais pas saboter. La quasi-totalité des gens sabotent les relations saines. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont à la recherche de ce rush, de ces papillons qu'ils avaient dans leur relation précédente. Pas quelque chose qui les rendait heureux, mais c'était quelque chose qui était familier. Et donc, on essaiera toujours de recréer le chaos qui somnolait en nous, qui vivait en nous. Et on essaiera toujours de le faire avec des gens sains. Pourquoi? Parce que les gens sains nous laissent la place pour être nous-mêmes. Quand on est dans une relation chaotique avec quelqu'un de toxique ou de manipulateur, peu importe, on est toujours en mode survie. On n'a pas le temps de se demander comment on va. Tu vois, le rush, il est constant. C'est tout le temps. On met toujours le curseur sur l'autre. Quand tu es avec quelqu'un de sain, tu as le temps de te demander comment tu vas. Et généralement, on n'a pas trop envie de voir comment on va. On se dit, oulala, il y a tout ça qui va pas. Mais... Et donc, du coup, j'aime pas la personne. Non, mais j'aime pas comment elle marche. J'aime pas comment elle marche. C'est vrai, hein. On appelle le dégoût, on cherche le dégoût. Mais comment tu peux expliquer le fait, par exemple, quand tu es dans une relation saine, au bout d'un certain temps déjà, d'auto-saboter la relation en repoussant la personne jusqu'à ses limites. Dans la tête, on se dit, bon, elle va pas partir, la personne. Mais du coup, tu pousses la personne jusqu'à ce qui est peut-être une rupture ou quoi que ce soit, alors que c'est pas ce que tu veux. Ah, l'auto-sabotage, on l'adore. Sa petite voix dans la tête. Alors que tu sais au fond de toi que c'est une relation qui est bonne pour toi, qui est bien pour toi. Encore faudrait-il croire qu'on la mérite. Oui, c'est ça. Parce que quand on ne croit pas mériter quelque chose, différence entre qui je suis et ce que je veux. Si moi je te dis, je veux une relation saine, mais celle que je suis n'a absolument pas d'amour propre pour elle, ne pense pas mériter l'amour, ça va pas. Quand on va me ramener ce que je veux, mais qu'il y a un décalage avec qui je suis, je vais le rejeter. Et c'est très paradoxal, parce que c'est de l'auto-sabotage. C'est un peu, pour l'imager, il y a une personne au bord d'une colline, je pousse, je sais qu'il va tomber. C'est ça. Un jour, il va tomber. Et à force de pousser, ça va y aller. Mais quand il tombe, je me dis, voilà, c'était sûr, de toute façon, les gens restent pas. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Eh on avait raison, ma petite voix et moi à l'intérieur. Alors que c'est nous qui avons poussé la personne au bord du précipice. Et donc, on se dit, les gens ne restent pas dans ma vie. La vraie question, c'est est-ce que j'ai envie qu'ils restent? Et la question la plus dure qu'on se pose pas, c'est, en réalité, on pousse les gens à partir
et on sabote les relations parce que on leur trouve pas de bonnes raisons de rester avec nous. Pourquoi il resterait? J'ai rien à offrir. Donc forcément, s'il est là, c'est pas pour les bonnes raisons. Donc on va le pousser à bout pour voir son vrai visage, alors qu'il n'y a pas de vrai visage. Et la personne, pareil, quand elle part, tu vois, on avait raison. On se dit, ouais, on avait raison de saboter la relation parce que de toute façon, ça n'allait pas marcher. C'est très dur de sortir de l'auto-sabotage. Et c'est pas en réglant la relation avec l'autre qu'on en sort, c'est en commençant à travailler sur soi. Et à se rendre compte que avant l'autre, il y a aussi nous. Mais bon, c'est encore un process très compliqué. Hein. Mais est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui sabotent leur relation? Ouais, qui sabotent les relations. Tout le monde ne sabote pas les relations. L'autosabotage, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les types de relations. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je veux qu'on enlève cette idée reçue que les gens qui sabotent les relations sont des gens mauvaises. En fait, moi, je veux dire, la toxicité, en soi, il n'y a pas de personne toxique, personne pas toxique. On peut tous être toxiques. On en a tous en nous. Par exemple, moi, je suis avec quelqu'un, la personne me trompe, je travaille pas sur moi. La prochaine personne, je lui fais pas confiance, je deviens la toxique dans le couple, alors qu'avant, j'étais la victime. Tu vois, enfin, c'est normal. Donc, on peut tous être toxiques. C'est pas genre, je suis avec une personne toxique. Ça, c'est pas très grave en soi. On peut travailler. On sort de la manipulation, de la perversion, etc. Tu vois. Moi, je dirais le meilleur moyen pour sortir de l'auto-sabotage, il y a déjà un travail de fond qui doit être fait pour soi. Et demandez-vous, très dur dit comme ça, mais déjà, il faut apprendre à être seul. Il faut vraiment se retrouver seul, avec soi-même. Ouais, je suis d'accord. C'est très dur de se rendre compte de qui on est quand on est avec quelqu'un. Extrêmement compliqué. Je dis pas que c'est pas possible, mais il faut vraiment avoir quelqu'un. Ça a une influence. C'est une influence de dingue. Et il faut vraiment être avec quelqu'un qui est très sécure, qui a un attachement émotionnel hyper sécure pour pouvoir avoir le temps de t'occuper de toi sans t'occuper de lui. Surtout si tu as pris l'habitude dans ta vie de placer le curseur sur les autres. Petit syndrome du sauveur, etc. Très dur. Donc ça, c'est le premier point. Être avec quelqu'un de très sécure. Deuxième point, généralement, les blessures remontent indéniablement à l'enfance. Pourquoi est-ce que j'ai cette conviction de ne pas mériter l'amour? Ça vient d'où? Parce que je suis pas née avec. Hein. Tu vois? D'où ça vient cette idée que les gens n'ont pas à rester avec moi, que j'ai rien à offrir? C'est une idée que j'ai toujours eue en moi ou c'est une idée qu'on a mis dans ma tête? Et si on l'a mis dans ma tête, qui l'a mis dans ma tête? Ça a commencé avec qui? Parce que moi, je l'ai juste laissé grandir. Répéter à un enfant quelque chose tous les jours, il deviendra exactement ce que vous avez dit de lui. Indéniablement. Donc, qui a planté cette graine et pourquoi j'ai laissé grandir et arriver à un certain âge, comprendre qu'on n'est plus obligé d'arroser cette plante. Tu peux arrêter de le faire aujourd'hui. Tu vois, t'as plus 7 ans, t'as plus 6 ans. Tu peux arrêter, c'est bon. T'es pas obligé d'arroser cette plante qui est très toxique pour toi. Arrête de l'arroser. Ouais, mais si j'arrête, il va se passer quoi? Je l'ai toujours fait. Ah, on va voir. Mais indéniablement, ce qui est sûr, c'est qu'avant de faire du bien, ça fera mal. Ça, c'est une certitude. Et je dirais aux personnes, préparez-vous à l'idée d'avoir mal. Arrêtez de voir la douleur. Arrêtez de diaboliser la douleur comme arrêtez de diaboliser la solitude. Oh, je vais avoir mal, ça va faire mal. Oui, c'est ok. C'est pas grave d'avoir mal. Ça fait partie du process de la vie. Dans le ventre de notre maman, on a mal. On vient au monde, on a mal. C'est comme ça. Quand on grandit, nos os nous font mal. La douleur fait partie intégrante de l'apprentissage de la vie. Donc déjà, on arrête de diaboliser la douleur. Et vraiment, moi, j'en parle beaucoup en coaching, mais c'est une petite formule comme ça de c'est ok. Hein, c'est ok. C'est ok. Ça va faire mal. Ouais, oui, ça va faire mal. J'étais avec quelqu'un, je suis plus avec la personne. Il y a plein de souvenirs. Il y a plein de choses qui sont passées. Donc ouais, parfois je vais y penser, parfois je vais rêver d'elle. C'est ok. Juste c'est ok. Le fait d'accorder du crédit à ce qu'on ressent et de ne pas laisser les émotions nous submerger parce qu'on les comprend. On les contrôle. Ouais, c'est normal que je ressente ça. Il s'est passé telle et telle chose, donc c'est normal que je me sente comme ça. Donc, au lieu de diaboliser un petit peu, de rejeter son passé, ok, aujourd'hui je me rends compte que je sabote mes relations. En apparence, je dis toujours aux gens que parce que il manque ce petit truc en plus et que la personne elle m'a pas comprise, mais en réalité si je creuse c'est parce que je trouve pas des raisons aux personnes de rester. Waouh, ça fait mal. C'est pas grave. Pourquoi je leur trouve pas de raison? Ça vient d'où? Tu vois? Et les gens pensent que il y a des cours pour apprendre à s'aimer. Non. Tu vois ce travail que tu es en train de faire, de te retrouver avec toi-même et d'aller là où ça fait mal, c'est ça l'amour. Ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. T'as même pas besoin d'aller plus loin. Tout ce processus que tu fais, le fait de t'autoriser à avoir mal, le fait d'aller là où tu n'as pas envie d'aller, le fait de prendre le temps de le faire travailler sur toi, c'est de l'amour.
J'ai plein de personnes au quotidien qui me disent j'aimerais m'aimer. Je dis mais en fait, le fait que tu aies pris rendez-vous et que tu me parles, tu t'aimes déjà. Là, tu t'aimes. Là, tu t'aimes. Tu es en train de t'aimer, là. Tu n'en as juste pas conscience. Mais déjà, ça, c'est une forme d'amour pour toi. Ouais. Je dirais qu'il faudrait peut-être commencer par là. Comment on peut travailler sur ces défauts et du coup sur ces traumatismes sans que la relation ne souffre trop? Ouais. Déjà, moi, il y a un point important. Mini parenthèse, il n'y a pas qu'une personne qui a des traumas et l'autre est parfaite. Oui. Voilà. Oui. Déjà, non, parce que, ok, autant je suis pour, il faut travailler sur soi, il faut être responsable de sa personne, autant je suis pas d'accord pour mettre tout sur le dos de quelqu'un. Ok, ça c'est le premier point. Personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Donc, de la même manière que moi, je vais regarder ma propre personne et je vais balayer devant ma porte, je vais attendre de l'autre qu'il arrête de mettre le curseur sur moi et qu'il fasse pareil pour lui. Même si sur la balance, mes traumas sont plus importants que les siens, ok, mais voilà. Déjà, c'est le premier point. Deuxièmement, la relation, elle va en pâtir et elle va souffrir. Mais je pense pas que les épreuves dans une relation soient un problème. Je pense que surtout que c'est un peu c'est comment la société conçoit le couple qui est problématique. Ça veut dire que on nous fait croire, du moins, en grandissant, que être en couple avec quelqu'un, c'est tout va bien, tout le temps en haut. Et dès qu'il y a des moments de bas ou des moments où on va se sentir moins bien, etc. Il y a un problème, tu vois. On est censé tout le temps être pas le bon. Ben ouais, tu vois, notre dopamine, elle devrait être tout le temps là et on devrait être tout le temps heureux avec la personne. Alors que quand on n'est pas en couple avec quelqu'un, il y a des fois où nous aussi on se sent pas bien, tu vois. Il y a des fois on se sent bien, il y a des fois on se sent pas bien. Savoir que le bonheur, c'est un état. Il n'y a pas de je vais être heureux je vais être en couple, je vais être heureux. Ne cherchez pas ça. Cherchez pas le bonheur. Le bonheur, c'est un état. Vous n'allez pas être heureux constamment. Cherchez la paix. Si vous trouvez la paix, j'ai dit, si vous cherchez la paix, vous trouverez le bonheur assis à vous attendre. C'est la paix qu'il faut chercher. Déjà, premier point. Reconstruire nos bases et nos fondations qui ont été un petit peu modifiées par l'éducation, par la société dans laquelle on vit, le contexte, tu vois, social, etc. Redéfinir un petit peu ce derrière quoi on court. On est dans une société de consommation, voire de surconsommation. Et donc, du coup, on est toujours dans le plus. C'est vrai, aujourd'hui, je suis désolée, mais, et encore, nous, ça va, mais tu vois, je vois les nouvelles générations, c'est horrible pour eux. Tout est fait pour que tu aies tout le temps des nouvelles choses, constamment, tout le temps. Tout est fait pour que tu sois constamment stimulé. Quand tu arrives dans une relation avec quelqu'un, tu attends exactement la même chose, que la personne te stimule constamment. On est dans un refus total de l'ennui. Ouais, mais ça va pas entre nous, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Non, mais alors que c'est normal. Mais attends, mais tu crois que toute ta vie, tu vas pumper là ou quoi? Bien évidemment qu'il faut des moments de calme. De la même manière que si t'as jamais été triste, tu reconnaîtras pas les moments de bonheur. Si t'as jamais eu faim, tu reconnaîtras pas les moments où t'es rassasié. Si t'as jamais été fatigué, tu vois? C'est cette balance entre les deux qui fait qu'on apprécie la vie. Si la vie était linéaire, personne ne l'apprécierait. C'est vrai. Et ça nous ramène à un point. Je vais pas aller trop m'approfondir là-dessus, mais j'avais eu un débat avec une personne au quotidien qui me disait ouais, mais regarde, j'ai les injustices dans le monde. Bon, déjà, ok. Mais s'il y a des gens qui ne souffrent pas de certains points, on peut pas avoir la gratitude. Ouais. Tu vois? Si tout va bien partout, à quel moment je m'assois et je me dis putain, j'ai de la chance, hein, quand même. Mes deux jambes, elles fonctionnent, j'ai un toit au-dessus de la tête, je mange à ma faim, ma famille va bien, on est en sécurité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, tu vois. Je peux pas le dire. Je dirais juste, c'est dû, en fait, parce que tout le monde a tout pareil. Tu vois? Donc ça, c'est le premier point. Et aussi, ce qui est difficile, comment faire pour que la relation n'en pâtit pas beaucoup. Je dirais, il faut créer des moments avec son ou sa partenaire, des moments un petit peu hors du temps, des capsules. Tu vois? Des capsules où, pendant ce moment-là, on n'est pas dans notre quotidien tous les deux. Et on crée vraiment, et généralement, essayer de créer la capsule en dehors de la maison, en dehors de là où vous vivez. Donc, choisir un endroit assez neutre. Voilà. C'est pour personne, tu vois. Et donc, une capsule là où on peut tous dire. Voilà comment
je me suis sentie par rapport à ça. Tu vois, hier, j'étais pas bien, t'as fait ça, machin et tout. C'est hyper difficile pour moi. Un peu comme un moment où, tu vois, notre journal intime, et ben, on prend ce moment où lui, il est vulnérable, moi, je suis vulnérable, une capsule hors du temps. Ça peut aider. Maintenant, le problème, c'est que toutes les relations ne résistent pas et ne résistent pas à ça, tu vois. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que il faut, si on peut suivre une thérapie, il faut suivre une thérapie, ou alors il faut avoir une personne dans notre entourage qui est neutre. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai l'incapacité de sortir de moi. Ouais. Tu as l'incapacité de sortir de toi. Donc parfois, je vais dire non, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, pas du tout. Donc d'où l'importance d'avoir une personne neutre. De la même manière que moi, pourtant c'est mon métier, j'ai une personne neutre me concernant dans ma vie privée. C'est normal. Parce que on peut pas sortir de soi, tu vois. Donc je pourrais pas identifier les choses pour moi sans sortir de mon émotionnel. Je peux pas le faire. Donc j'ai besoin aussi d'une tierce personne. Donc une personne de confiance, une tierce personne pour identifier les problèmes et pour vraiment apporter un point de vue un peu objectif sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et après, encore une fois, indéniablement, la compassion. La compassion de se dire, la personne va mettre du temps à aller bien, à guérir, et surtout, est-ce que j'ai envie de l'accompagner ? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai envie de l'accompagner dans ce long process ? Vous avez le droit de dire non. Non, en fait, moi, non, j'en veux pas, parce que beaucoup de personnes rejettent l'autre et lui reprochent d'avoir des traumas, alors qu'en réalité, c'est juste parce que t'as pas envie d'affronter ça avec moi. Donc, dis plutôt, ça m'intéresse pas d'avoir une relation comme ça. J'ai la flemme de fournir des efforts et j'ai la flemme de t'accompagner. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Au lieu de rester avec la personne et de tout le temps lui rappeler ce qui va pas. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Soit vous êtes avec une personne et vous acceptez de lui tenir la main et de traverser des épreuves avec elle. Soit vous n'avez pas la capacité de le faire. Mais à ce moment-là, il faut accepter que la relation, c'est pas que des bons côtés et je prends ce qui me plaît et dès que ça devient un peu compliqué, allez, je pars. Non. Une relation, dans sa complexité, elle est belle dans sa complexité, tu vois, et dans son entièreté. Les couples qui fonctionnent, en termes d'études, tu vois, qui sont menées, les couples qui fonctionnent sont les couples qui ont vécu énormément d'épreuves. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'une personne, elle peut sincèrement et pas changer, mais évoluer, du coup, dans une relation ? Oui, bien sûr. Et tu peux le faire en étant en couple avec la personne. On n'est pas obligé de le faire seul. Moi, je préconise d'être seul quand même. En fait, pourquoi je le préconise ? Parce que je pars du principe qu'il faut avoir été seul avec soi-même. C'est mieux, entre guillemets, d'avoir, en termes d'études, etc. Tu vois, on a prouvé que c'est mieux d'avoir été seul avant d'être avec quelqu'un, de savoir ce que ça donne d'être avec soi-même. Maintenant, c'est pas un must. Tu vois, si tu l'as pas fait, ça veut pas dire que ta relation amoureuse ne va pas fonctionner. Bien évidemment que non. Donc, partant du principe que t'as jamais vraiment été seule, que t'as toujours été en couple, et que tu rencontres quelqu'un et que tu veux que la relation fonctionne, elle peut fonctionner. Mais vraiment, pour le coup, ça va nous ramener à qui tu as choisi pour être avec toi, et si la personne te laisse la place pour exister, pour tomber, pour te relever. Et c'est un peu, quand tu remarques bien, ce qu'on recherche quand on est adulte, c'est ce qu'on recherche quand on est enfant pour pouvoir se construire. Un enfant, il a besoin quoi ? D'amour et de sécurité. Quand il fait du vélo, il n'a pas besoin que ses parents lui tiennent le vélo. Il a juste besoin de tomber. Et quand il se retourne, « Oh, t'es tombé mon chaton !» Quelqu'un qui le réconforte et qui le rassure, c'est tout. Mais il faut qu'il tombe. S'il tombe pas, il va pas apprendre à faire du vélo. C'est pas possible, il faut qu'il tombe. Et il faut que quand il tombe, c'est ok de tomber. Il faut qu'il se dise « Ah, en fait, c'est ok de se faire mal et de réessayer. » En fait, c'est ça la vie. Mais la plupart du temps, on n'est pas habitué à ça. On est habitué à des parents qui vont dire « Mais tu sais pas faire du vélo à ton âge, machin. » Ou alors des parents surprotecteurs qui vont pas nous laisser tomber. C'est l'un ou l'autre. Dans les deux cas, ça fonctionne pas. Dans une relation amoureuse, c'est pareil. Laissez votre partenaire apprendre à faire du vélo, à tomber et à se relever. Faut qu'il apprenne par lui-même. Vous lui créez juste une safe place pour pouvoir le faire. Encore faut-il vouloir le faire. Et deuxième point important, il faut que les deux le fassent. C'est pas moi je donne, je suis dans une optique comme ça et l'autre prend. Non. Je donne pour recevoir. Même si les gens disent qu'on donne pas pour recevoir, je pense que c'est faux. On donne pour recevoir. Donc, il faut que, tu vois, ce soit dans les deux sens. Mais si vous êtes tous les deux dans dans le même mindset, tous les deux vous travaillez, vous avancez dans cette direction, ouais, ça peut fonctionner, bien sûr, tu vois. Donc tu penses qu'une personne, elle peut quand même changer, quoi. Oui, bien sûr, on évolue. On change pas. Oui. Il y a à peu près 6 types de personnalités. Très dur de sortir de sa personnalité, mais on change pas, mais on évolue. En fait, on est conscient de certaines choses et avec le temps, on travaille sur c'est un petit peu c'est sa bataille intérieure, tu vois.
Une personne qui est extrêmement colérique et impulsive, elle va passer sa vie à se battre contre son impulsivité. Ouais, je vois. Parce qu'elle a pris conscience de ça. Ouais. Ça vient pas d'elle, ça vient peut-être elle a vu ses parents. Et elle se dit non, je veux plus être comme ça. Donc en fait, chaque fois qu'il va y avoir une situation qui va la trigger, hop, elle va choisir de ne pas le faire. C'est comme ça qu'on définit une bonne personne. Une personne qui est consciente de ce qu'elle pourrait faire de mal et qu'elle choisit de bien faire. C'est un choix. C'est là où on reconnaît une personne qui fait des efforts, qui veut bien faire. Donc en couple, c'est pareil. Est-ce que tu penses qu'on peut se soigner tout en étant dans une relation, ou alors il faut vraiment se soigner avant de se mettre dans une relation? La plupart du temps, on prend conscience de ce qui ne va pas chez nous parce qu'on est en couple avec quelqu'un et qu'on se dit « Ah ouais, en fait, c'est faux. » Oui, c'est ça. Il y a très peu de personnes qui font ce travail, ce cheminement personnel avant d'être avec quelqu'un. Déjà, moi, je pense que ça devrait être quelque chose qu'on instruit à l'école. Mais là, ils commencent à mettre en place des cours d'empathie pour les enfants, ce qui est génial. Je pense que ce travail de développement personnel, il doit être fait à l'école. À l'école. Dès notre plus jeune âge, on doit essayer de se demander qui on est, ce qu'on aime, pourquoi, comment, essayer d'identifier les choses, tu vois. On le fait pas. C'est parce qu'on a été dans des relations avec les autres. Mais oui. C'est parce qu'on a été dans les relations avec les autres qu'on se rend compte, les autres sont le miroir de nous et on arrive à voir tout ce qui ne va pas chez nous. Mais indéniablement, on le fait par rapport aux autres. Est-ce que c'est possible? Oui. Maintenant, généralement, on entend beaucoup d'histoires où une personne s'est pas pris conscience de tout ce qui n'allait pas chez elle. Elle s'est construite et réparée grâce à quelqu'un, mais après, elle a quitté cette personne pour quelqu'un d'autre. Si je peux aider un peu les gens qui se passent par là, par ça, parce que je sais que c'est très dur, on a l'impression d'avoir été un centre de formation. Faut savoir que une personne avec qui vous avez été, ok, et vous l'avez accompagné pour se soigner, etc., machin et tout. Même pas. Au départ, tu l'as pas accompagnée, ok. Disons que tu l'as pris comme elle était et tu as voulu être avec elle, etc. Le jour où la personne décide de travailler sur elle, automatiquement, il va y avoir un petit rejet qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, attends. Donc toi, pendant toutes ces années où j'étais toxique pour moi et toxique pour nous, t'es resté avec moi. Et les gens, ils se disent, mais attends, je comprends pas, je l'ai soutenu pendant des années, je l'ai accompagné, et maintenant qu'il va mieux, il veut plus être avec moi. Mais parce que tu lui rappelles la version de la personne qu'il a plus envie d'être. En réalité, c'est pas de sa faute, parce que si on creuse un petit peu, si tu avais fixé des limites, à un moment donné où la relation ne te correspondait plus, au lieu de rester pour des raisons qui te sont propres en réalité, parce que tout est le reflet de nous-mêmes. Par exemple, je peux être restée parce que j'avais peur d'être seule, j'avais peur de l'abandon, ou j'accorde pas d'importance à ce que je ressens, ou j'ai ce besoin de sauver les autres parce que moi, par exemple, j'ai pas réussi à me sauver. Tu vois, plein de choses comme ça. Et que la personne a pris. On peut pas reprocher aux gens de prendre si on leur a donné. Et quand la personne se rend compte de tout ça, bah, il y a un rejet qui s'installe parce que tu me rappelles tout ce que je ne veux plus être aujourd'hui. Donc même si toi, tu as été là pendant mes mauvais jours, bah, quand je vais aller mieux, j'ai pas envie d'être avec toi. Et ça, c'est horrible. Genre, c'est horrible pour les gens qui le vivent, mais d'où l'importance, fixez vos limites dès le départ. Mieux vaut perdre quelqu'un qui doit faire un travail sur elle ou sur lui, mieux vaut perdre la personne et peut-être éventuellement se retrouver quand elle aura travaillé sur elle, que rester avec quelqu'un alors qu'on est conscient de ce qui ne va pas et que ce soit la personne qui parte. Oui, ça c'est horrible. Choisissez-vous, parce que là, c'est double peine. C'est je ne me suis pas choisie et il ne m'a pas choisie. Ouf. Tu vois un peu? Horrible. Et le message que tu renvoies à ta personne, à ton toi intérieur, c'est ce que je ressens et ce que je pense, ça n'a pas plus d'importance que ce que les autres pensent de moi. T'imagines un petit peu? Donc j'ai vu quelque chose, j'ai vu ce qui n'allait pas, mais je suis quand même restée. Pour des raisons qui ne me sont pas, enfin, pas pour les miennes, pas pour les bonnes raisons. La culpabilité après, je dis toujours, c'est très dur les relations amoureuses, c'est très dur les ruptures, mais essayez de guérir de votre culpabilité. D'une douleur que vous êtes infligée. C'est un autre type de tempête après. Dans mon passé aussi, ça a été très dur pour moi de me relever quand je me sentais coupable. Par rapport à toi? Oui. À ce que tu n'as pas fait pour toi? Oui. C'était horrible. La culpabilité, c'est... Parce que c'est en toi, ça reste en toi et ça te consume en fait à l'intérieur. Et c'est la culpabilité qui fait que beaucoup de personnes deviennent toxiques. Parce que c'est extrêmement dur de passer le cap de la culpabilité, de se dire c'est pas grave. Généralement, les gens restent bloqués à cette étape, où ils culpabilisent tellement qu'ils préfèrent ne pas faire face à leur culpabilité et hop, ça se transforme en ego. Et donc ils placent le curseur sur l'autre. Ouais, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, machin, tout.
Et en fait, on passe jamais par la phase culpabilité, donc on n'atteint jamais notre vulnérabilité. Et quand on rencontre les gens, on reproduit constamment les mêmes schémas. Les gens n'ont pas les réponses à nos questions. Je le dis, flash info. J'aimerais bien, mais non, ça n'existe pas. Les réponses, on les a nous. Qu'on le veuille ou non, c'est nous qui avons les réponses. Tu vois, évoluer ensemble. On n'oublie pas que je suis moi, tu es toi, et on crée un nous ensemble. Donc, quand je me focalise sur mes besoins, mes attentes, mes limites, et je les respecte, et quand elles ne sont pas respectées, je prends le temps de m'asseoir et de te dire, Zoé, par contre, je vais te dire un truc. On s'était mis d'accord que ça, c'était hyper important pour moi. Ça n'a pas été respecté. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ? Tu vois ? On crève l'abcès tout de suite. Je te rappelle que, indépendamment de toi, de ce que je ressens pour toi, j'ai aussi des attentes, des besoins, des limites, des valeurs, des principes qui me définissent. Et donc, je ne vais pas à l'encontre de ça. Pareil pour toi. Personne ne va à l'encontre de qui il est. Et ensemble, on crée quelque chose, sans oublier notre entité. Donc, de manière pratique et factuelle, c'est quand il y a un problème qui arrive, prendre le temps, même si c'est pas très important, de s'asseoir avec la personne et d'être vulnérable. Voilà ce que j'ai ressenti par rapport à ce qui s'est passé. Dès le départ de la relation, cette chose-là, c'était important. On s'était dit que, par exemple, moi, j'accordais beaucoup d'importance au fait de communiquer. Dernièrement, on n'a pas beaucoup communiqué, ça m'a affectée. Pourquoi ? Donc, ça nous ramène au deuxième point qui est savoir poser des questions. Tant que vous n'avez pas posé la question, vous ne savez pas. Alors oui, on a un esprit critique qui fait que on peut très bien insinuer ce que la personne voulait dire, tu vois, ou genre interpréter ce qu'elle voulait dire. Mais moi, personnellement, je me refuse, enfin j'essaie du moins, c'est l'exercice le plus difficile, hein. Je me refuse d'être dans l'interprétation. Tant que j'ai pas demandé, je sais pas. Même si ça me paraît logique, même si on analyse un petit peu le comportement des gens et on voit. Non. Moi, je fais comme les enfants. Les enfants le font. Si tu remarques bien, les enfants font ça. Pourquoi on fait ci ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi pas ci ? Pourquoi pas ça ? Ils le font, ça. Oui, c'est vrai. Ils se dissocient émotionnellement de l'autre. Quand on prend de l'âge, on arrête de se dissocier des gens. Par gêne, par peur, par inconfort. Plein de choses. Par manque de légitimité. Non, mais il veut pas, parce que ça se voyait qu'il avait pas envie de le faire. Je vais pas lui demander. Qu'est-ce que t'en sais ? T'as pas demandé. Dis-le-moi. Et ça m'agace parce que ça vous éviterait tellement de temps perdu, d'énergie mis au mauvais endroit. Et ça vous rapprochera de la paix, mon Dieu. Je veux comprendre quelque chose, je pose ma question. La personne a le droit de ne pas me répondre. Mais à partir du moment où j'ai posé ma question, la balle, elle est dans ton camp. Hein. Tu vois, le poids sur les épaules, hop, je te l'ai redonné. Si tu veux pas me répondre, tu me réponds pas. Mais moi, j'ai posé ma question. Donc, dans un couple, apprendre à poser des questions. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu peux développer ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu insinues ? Tu vois ? Je refuse à mon cerveau d'être dans l'interprétation. Et si vous vous refusez d'être dans l'interprétation, vous allez réduire d'un nombre pas possible vos pensées intrusives. Et surtout, poser des questions nous fait être dans le moment présent. Ce que les enfants savent faire, et ce que nous, on perd en grandissant. Alors qu'on est tous des enfants de base. C'est triste, hein ? Mais les enfants sont dans le moment présent. Les enfants n'interprètent pas. Hein. C'est pas leur problème. Tu vois, ils vont te poser la question. Et nous, il faut qu'on réapprenne à poser des questions aux gens. Parfois, on peut avoir aussi du mal à... vu qu'on a déjà interprété un certain message dans notre tête, on a du mal à accepter sortir, la vérité, en fait. Enfin, sa vérité. L'ego fait mal. Hein. Ouais. Faut savoir affaler sa fierté. C'est l'ego. C'est l'ego, mais l'ego, il n'est pas là pour rien. L'ego, il n'est pas là parce que tu es prétentieuse. Non, c'est pas de l'orgueil. L'ego, il est là parce qu'il te protège. Parce qu'en réalité, derrière l'ego se cache un manque de légitimité. Oui, c'est ça. On ne se sent pas légitime à poser des questions aux gens. Donc, on fait appel à notre ego. Et en réalité, c'est juste parce que je me sens pas légitime de te demander. Parce que je me dis, mais pourquoi tu vas me le dire ? Tu vas pas me le dire. Donc, il faut que j'interprète. Non, je te pose la question. Tu as le droit de pas me répondre. Mais moi, il est hors de question que je prenne le poids de ce qui sort de ta bouche sur mes épaules. Replaçons un peu le je et le tu. Tu as dit. C'est toi qui l'as dit. C'est comme si demain, un mec qui cambriole une maison, on appelle son meilleur ami au baron, on lui dit pourquoi ? Les gars, c'est pas moi, je sais pas. Allez lui poser la question à lui, pourquoi vous voulez que je réponde à sa place ? Tu comprends ? C'est exactement la même chose qu'on fait, nous. Quelqu'un dit quelque chose, et moi, je réponds à sa place. Mais n'interprétez pas les propos des gens. Tout domaine confondu. Hein. Amitié, amour, famille, professionnel, vie pro. N'interprétez pas. Si tu me permets un mot de fin, dis-moi. Tu vas me dire, t'as beaucoup parlé, Jade, pour avoir un mot de fin, mais let's go.
avec tout ce qui se passe, un petit peu, toutes les injustices qu'on voit ou toute la douleur qui se passe dans le monde aujourd'hui, et devant laquelle on peut parfois, nous, tu vois, se sentir très impuissant. On peut dire, mais je peux faire quoi, moi, pour ça, pour ces enfants, etc. Bah, je pense que en aidant les autres à notre niveau, dans ce peut-être en quoi on est doué, dans ce qu'on sait faire, c'est comme ça qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Tu vois, je peux pas changer tout, mais je peux changer peut-être la vie de quelqu'un. Tu vois, moi, il y a des gens, ils ont eu... Et c'est déjà incroyable. Mais tu vois, j'ai eu une conversation avec des personnes qui se rendent même pas compte à quel point ils ont changé le cours de ma vie. Ils le savent pas. C'est une conversation qui a duré 3 minutes. Et je pense que il faut changer un petit peu la vie des autres à notre échelle et apporter notre pierre à l'édifice, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Mais c'est pas parce qu'on peut pas faire beaucoup qu'il faut pas rien faire. Parce que si on pense tous comme ça, personne ne fait plus rien. C'est ça. Alors qu'en réalité, il faut faire à la hauteur de ce qu'on peut faire, et c'est déjà très bien.